Écoute ton corps, il te parle est un balado qui propose de mettre l'intuition au cœur de nos décisions. Bienvenue au balado « Écoute ton corps, il te parle ». Je suis Kamal Eddin El-Kébir, étudiant à la maîtrise en sciences de l'activité physique, sous la supervision du docteur en sciences de l'activité physique Marie-Ève Mathieu du laboratoire Activité physique et santé, et je suis accompagné de Karine Paiement. Bonjour Karine. Bonjour Kamel, donc moi c'est Karine Paiement, effectivement, diététiste, nutritionniste et étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique, également sous la supervision du docteur en sciences de l'activité physique Marie-Ève Mathieu. Et je suis aussi en co-direction avec Vicky Drapeau, qui, elle, est docteure en nutrition à l'Université Laval. Alors, d'abord, Kamel, merci d'avoir accepté l'invitation d'animer avec moi ce balado qui fait partie d'un programme qui est rendu possible grâce au fonds du concours mieux-être de l'Université de Montréal. C'est avec plaisir, Karine. Et alors, pour commencer, nous allons introduire l'approche intuitive et ensuite nous discuterons de la culture des diètes. Il est important de mentionner que l'écoute de ce balado ne remplacera pas les recommandations personnalisées d'une ou d'un professionnel de la santé. Donc, Karine, on va commencer par le début. Qu'est-ce que l'alimentation intuitive? C'est intéressant comme question parce que, tout le monde a l'impression d'avoir déjà un petit peu entendu parler de l'alimentation intuitive, mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, manger de façon intuitive, c'est d'être à l'écoute de son corps et de le respecter. Puis quand on regarde un peu dans la littérature scientifique, là, ce qui nous permet de mesurer si quelqu'un mange intuitivement ou pas, c'est pas aussi simple que de prendre un bilan sanguin et de regarder les chiffres qui ressortent de ça. Donc, on va regarder 4 dimensions pour nommer le concept de l'alimentation intuitive. La première, c'est que les personnes qui mangent intuitivement vont se donner la permission inconditionnelle de manger. Donc, c'est de se sentir libre de manger ce que je veux pour répondre à ma faim, et ce, peu importe la valeur nutritive de l'aliment. Le deuxième point, c'est de manger pour des raisons physiologiques plutôt qu'émotionnelles la plupart du temps. Donc, de manger principalement parce que j'ai faim, parce que j'ai des besoins nutritionnels à combler, plutôt que dans le but d'apaiser mes émotions. Le troisième point, c'est de manger en ayant confiance en ces signaux de faim et de rassasiement. Donc, de savoir que si je ressens certains signaux, je suis capable d'identifier que c'est parce que j'ai besoin de manger. Et un peu à l'inverse, quand que je mange, je suis capable de reconnaître que j'ai mangé suffisamment. Et le quatrième point, ce serait la congruence entre les besoins de mon corps et mes apports alimentaires. Autrement dit, c'est de manger des aliments qui me font du bien. Donc, d'avoir envie de me sentir bien après ce que je vais avoir mangé, que ce soit un repas ou une collation. Donc, oui, on se donne la permission inconditionnelle de manger tous les aliments, peu importe la valeur nutritive, mais il y a quand même l'aspect d'avoir une cohérence entre ce qu'on mange et comment on veut se sentir par la suite. C'est super intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais revenir sur 2 points particuliers, sur tous les points que tu viens de citer. Le premier, ce serait se donner la permission inconditionnelle de manger. Est-ce que ça s'appliquerait, par exemple, à la restauration rapide, à tous les jours? En fait, c'est vrai qu'il y a des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres. La restauration rapide est un exemple qui est peut-être un peu moins nutritif, mais qui va répondre à un besoin plus sensoriel. C'est bon manger des aliments qui sont plus riches en gras, en sucre, en sel, etc. Alors, oui, on peut se donner la permission de manger ces aliments-là. C'est surtout de les manger sans se sentir coupable d'en manger. Après ça, est-ce que nécessairement j'en mangerais à tous les jours? Bien là, à ce moment-là, je ne répondrai plus à certains principes de l'alimentation intuitive. Je ne répondrai plus au principe justement de la congruence entre les besoins de mon corps et de mes apports alimentaires parce que je ne me sens pas nécessairement bien quand je mange régulièrement des aliments qui sont plus riches en énergie, plus riches en différents nutriments. Alors oui, je me donne la permission inconditionnelle de manger ça et surtout, je ne me sens pas coupable après parce que souvent, quand que je me sens coupable, ça se peut que je mange plus rapidement puis que je ne me permette pas d'être satisfaite de ce repas-là, finalement. D'accord. Donc, en gros, on peut se permettre de manger de la ration rapide si on en a envie, mais au final, notre corps va nous rappeler, entre guillemets, à l'ordre pour nous dire que, à tous les jours, ça va faire beaucoup pour lui. Exactement. Puis c'est le défi dans ça, c'est justement d'être consciente ou consciente des signaux que notre corps nous envoie. Parce que, il y en a des gens là, qui vont manger régulièrement de la restauration rapide ou tout type d'aliments, peu importe la valeur nutritive. Mais des fois, c'est qu'on n'est pas capable de reconnaître que notre corps nous envoie le signal que, là, il y aurait besoin de peut-être un petit peu plus de fraîcheur là, dans son assiette. OK, super. Et pour le second point où je voulais finir, c'était au niveau d'avoir confiance en ces signaux de faim et de rassasiement. Qu'en est-il des personnes, par exemple, qui sont en prise de masse, que ce soit
par exemple pour le travail, des acteurs qui doivent prendre de la masse musculaire ou tout simplement des athlètes? Oui, bien en fait, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière cet objectif de prise de masse-là. Donc, si je le fais dans une optique justement d'apparence puis de rentrer dans les standards de beauté de la culture des diètes dont on va parler un peu plus tard, bien, ça peut être problématique parce que ça peut m'amener à vraiment me déconnecter de mon corps puis de me dire qu'il faut absolument que je mange X grammes de protéines par jour pour prendre ma fameuse masse musculaire. Donc, l'approche intuitive, c'est important de la personnaliser. Ça va dépendre c'est quoi mes objectifs, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière, puis si l'intention, elle est bienveillante, disons que c'est pas seulement pour rentrer dans les critères de beauté, mais que c'est aussi, justement, comme le même exemple que tu disais, en lien avec le travail, en lien peut-être avec une performance sportive, bien, c'est de reconnaître qu'il y a des connaissances à avoir en nutrition, notamment en nutrition sportive. Puis les protéines, bien, c'est un nutriment qui a un effet très rassasiant. Puis quand les gens veulent prendre la masse, bien, il y a le classique pot de protéines que les gens vont se procurer puis vont manger beaucoup, beaucoup de protéines. Puis ça, bien, effectivement, ça va faire en sorte qu'ils ont moins peut-être d'appétit parce qu'ils sont plus rassasiés. Et c'est là que c'est important de comprendre que bien, c'est pas que les protéines qui sont importantes dans un effet de gain de masse musculaire. Puis si on veut individualiser tout ça, bien, on regardera avec la personne comment qu'on peut optimiser ses apports alimentaires, mais peut-être en répartissant sur la journée pour s'assurer que la personne elle ait suffisamment faim pour aller chercher les besoins nutritionnels qu'elle a là, pour aller les combler. Alors, il faut vraiment l'individualiser. Aujourd'hui, on parle de l'approche de façon plus globale, mais effectivement, il y a des contextes où on doit regarder certains principes de l'approche plus en détail et d'autres où on doit moduler un petit peu en fonction des objectifs de la personne. OK, ça répond un peu aux questions que j'avais. Merci beaucoup, Karine. Et sinon, on va transiter maintenant à la deuxième phase qui est qu'est-ce que l'activité physique intuitive? Oui, en fait, l'activité physique intuitive, on en entend un peu parler sous le nom du mouvement intuitif, là, un peu sur les réseaux sociaux. C'est en fait de bouger en étant à l'écoute de son corps et surtout avec une intention d'avoir du plaisir, de prendre soin de son corps et non pas dans le but de contrôler notre apparence. Puis un peu comme l'alimentation intuitive, je nous ramène dans la littérature pour savoir comment on mesure ça, là, l'intuition dans le mouvement. Alors, quelqu'un qui bouge de façon intuitive, c'est quelqu'un qui va avoir confiance en ses signaux corporels pour guider le type, la fréquence et l'intensité de l'activité physique. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de remarquer que son corps lui indique qu'il a besoin de bouger. Par exemple, si ça fait longtemps que je suis assise devant mon ordinateur, je vais me sentir un peu fébrile, peut-être je vais avoir envie de bouger. Bien, ça, c'est de faire confiance que mon corps, ce qu'il m'indique, c'est un besoin auquel je devrais idéalement répondre. Ensuite, le deuxième point, c'est de prendre conscience de ces signaux physiologiques pour interrompre une activité physique. Alors, oui, d'être capable de reconnaître mes signaux qui me disent que je devrais bouger, mais aussi de reconnaître que, bien, peut-être que j'avais prévu de faire un entraînement de telle durée ou de telle distance, si on parle par exemple de course à pied, mais dans les faits, mon corps, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai moins bien dormi, j'ai plus de stress, j'ai fait d'autres activités physiques qui n'étaient pas nécessairement des entraînements, mais j'ai bougé déjà dans la journée, mais peut-être que mon corps va m'indiquer que j'ai besoin d'arrêter un peu avant ce qui était prévu. Ensuite, le troisième point, c'est de ne pas avoir une pratique rigide d'activité physique. Donc, par ça, ce qu'on entend, c'est d'avoir une variété de types de mouvements dans notre quotidien. Donc, idéalement, de ne pas faire qu'un seul type de sport et le reste du temps, de rester plutôt sédentaire parce que bien, c'est bien de faire bouger notre corps de différentes façons. Et le quatrième point, c'est de ne pas utiliser l'activité physique pour fuir ses émotions. Alors oui, l'activité physique, ça a des bienfaits pour nous aider peut-être à gérer notre stress, à évacuer notre stress, mais dans les faits, on ne veut pas que ce soit le seul outil qu'on utilise pour nous aider à apaiser nos émotions, puis surtout, on ne veut pas l'utiliser pour fuir peut-être des situations où on devrait peut-être régler ce qui se passe pour éviter de tout le temps vivre cette émotion qu'on peut qualifier de désagréable là. Et est-ce que ce genre d'approche peut être donc bénéfique pour tout le monde? Je pense notamment aux athlètes de haut niveau. En fait, ça va être un peu comme avec l'alimentation intuitive. Il va y avoir des principes dans l'approche qui va être plus facile à adapter pour cette clientèle-là, puis d'autres qu'on va peut-être laisser un peu de côté et auxquels on va revenir plus tard. Ce que je veux dire par là, bien, c'est par exemple la variété d'activités physiques. Si je m'entraîne pour performer dans un sport en particulier, bien, c'est normal hein, que je m'investisse beaucoup dans ce sport-là puis que j'en fasse peut-être un petit peu moins d'autres, quoique on va tout le temps vouloir peut-être faire des exercices plus de mobilité ou peut-être du renforcement musculaire, etc. Mais dans les faits, par exemple, le fait d'interrompre l'activité physique dès que j'en ressens le besoin, dès que je sens que mon corps a besoin de se reposer, bien des fois, il y a des contextes où effectivement, il faut qu'on pousse un petit peu notre corps au-delà de sa zone de confort. Mais ce qui est important, c'est qu'on personnalise l'approche à ces individus-là et qu'on les aide à être à l'écoute de leur corps parce qu'un plan d'entraînement, c'est théorique. Hein? Oui. Évidemment, c'est pas basé sur rien, là, c'est quand même bien construit, mais
peut-être que quand je planifie le plan d'entraînement pour, par exemple, mes athlètes, bien, ça se peut que dans 3 semaines, j'ai proposer à mon athlète de faire, disons, 2 heures de sortie de course en trail, là, si je prends la course en sentier, par exemple. Mais ça se peut que dans 2 semaines, cette personne-là, elle a vécu un stress, un deuil, son enfant qui n'a pas bien dormi, qui était malade ou peu importe. Bien, il faut que cette personne-là se sente à l'aise d'adapter en fonction de sa réalité à elle. Puis c'est là que l'activité physique intuitive va être hyper pertinente, c'est de se permettre d'adapter en fonction de nous, comment on se sent, et aussi après la carrière. Parce que oui, il y a le moment où la personne doit performer, mais il y a entre les saisons et il y a la retraite sportive où là, c'est hyper important de comprendre ce que notre corps nous envoie comme signaux. Parce que si on ne l'a jamais écouté au cours des dernières années, ça peut être difficile de se reconnecter à son corps alors qu'on n'a pas vraiment d'expérience avec celui-ci. Donc, on vient de voir, Karine, certains concepts vraiment très intéressants. Qu'en est-il de la littérature, justement, sur l'approche intuitive? Oui, bien, il y a plusieurs liens qui ont été faits entre le fait de manger intuitivement et différents facteurs qui sont liés à la santé. Donc ça, c'est des études plus de corrélation. Là, on observe que ceux qui mangent plus intuitivement vont rapporter manger plus de légumes et de fruits, vont avoir une meilleure estime de soi, vont être moins à risque de développer des troubles de comportement alimentaire. Mais si on regarde spécifiquement des interventions, là, comme les effets d'intervention basés sur l'alimentation intuitive en comparaison à, par exemple, un groupe contrôle là, qui n'aurait pas accès à cette intervention-là, bien, on voit que les personnes qui vont apprendre à manger de façon plus intuitive vont effectivement manger plus intuitivement à la fin de l'intervention et vont avoir moins de restrictions alimentaires, donc vont avoir moins de comportements liés à la restriction. Au niveau d'intervention, peut-être qui lie autant l'alimentation intuitive que des séances de méditation et d'activité physique en pleine conscience, donc on se rapproche de l'activité physique intuitive, bien ces gens-là vont avoir une meilleure appréciation corporelle, donc vont davantage être à l'aise avec leur corps, vont manger de façon plus intuitive, encore une fois, et vont avoir une réduction des comportements alimentaires qu'on va dire problématiques. Là. Donc le fait, par exemple, de sauter des repas, d'avoir catégorisé les aliments, puis de les catégoriser comme étant bons ou mauvais, se restreindre, en comparaison effectivement à quelqu'un ou un groupe plutôt qui n'aurait pas reçu cette intervention-là. En résumé, l'écoute de son corps pour comprendre et répondre à ses besoins est ce que propose l'approche intuitive. Et cette approche-là semble être une avenue prometteuse selon la littérature scientifique. On vient de voir ce qu'est l'alimentation et l'activité physique intuitive. Maintenant, Karine, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, bien, on a vu dans la littérature comment que ça se définit, ces deux concepts-là. Mais comment qu'on fait pour le mettre en pratique, finalement? Bien, c'est de reconnaître que nos comportements ils vont être influencés par des facteurs qu'on va dire internes, des facteurs qu'on va dire externes. Donc, les facteurs internes, ça va être les sensations de mon corps, mes pensées, mes émotions, mes valeurs. Puis, les facteurs plus externes, ça va être peut-être un peu plus la pression que je vais avoir, soit de mon entourage, soit de l'expérience que j'ai par le passé, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je finisse mon assiette, qu'il fallait que j'aille jouer dehors parce que c'était important pour ma santé, mais peut-être que je n'avais pas de plaisir nécessairement à le faire. Donc, ce que nous propose l'approche intuitive, c'est de laisser moins d'importance aux facteurs externes et de donner plus d'importance aux facteurs internes pour être davantage connecté à notre corps, pour être davantage capable de l'écouter, là, finalement. Puis quand on parle des approches là, intuitives, que ce soit l'alimentation intuitive ou l'activité physique intuitive, bien, dans les deux cas, il y a différents principes pour les mettre en pratique. Puis le premier, qu'on parle d'alimentation ou d'activité physique, c'est de rejeter la culture des diètes qui, elle, nous amène justement vers des facteurs qui sont plus externes pour déterminer nos comportements, que ce soit par l'alimentation, donc de manger certains types d'aliments, certaines quantités, certaines proportions, ou l'activité physique, donc de bouger parce qu'il faut absolument répondre à tel critère de beauté, avoir une silhouette plus athlétique, etc. Donc, on rejette cette culture-là, puis on se reconnecte davantage à notre corps. Et justement, pour ceux peut-être qui ne comprendraient pas ce que c'est, qu'est-ce que la culture des diètes exactement? Oui, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, c'est peut-être un concept qu'on entend un petit peu plus parler là, dernièrement, mais ce n'est pas très clair là, pour la majorité des gens. Alors ça, on donne la définition. Là. En fait, la culture des diètes, c'est un système de croyance que la minceur va nécessairement nous amener à la santé et au bonheur. Dans les faits, là, si on essaie de plutôt comprendre concrètement comment que ça nous affecte individuellement, bien, c'est cette culture-là qui va faire en sorte que je vais me sentir coupable d'avoir choisi tel ou tel aliment ou d'avoir mangé peut-être un peu plus qu'à ma faim, parce que je vais avoir peur que ça ait une répercussion sur ma silhouette ou je vais avoir peur que les gens autour de moi jugent ce que j'ai mangé ou jugent le fait que j'ai peut-être
arrêté mon entraînement avant la fin ou que j'ai levé des poids qui sont moins lourds que la personne à côté de moi. Puis c'est important de faire la distinction entre culture des diètes et le mot diète. Donc, une diète, c'est un régime alimentaire qui est caractérisé par l'inclusion, l'exclusion ou la restriction de certains aliments afin de répondre à des besoins qui sont particuliers comme le traitement d'une maladie. Quand on parle de la culture des diètes, on va plutôt parler des restrictions qu'on va s'imposer dans le but de contrôler notre apparence. Donc, pas nécessairement de répondre à des besoins. Disons que j'ai la maladie cœliaque, il faut que j'arrête de manger du gluten. C'est d'un point de vue de santé et non pas parce que je veux couper le gluten, parce que je crois que ça va me faire perdre du poids ou peu importe. Puis une autre chose en lien avec la culture des diètes qui est importante de se rappeler, c'est que la culture des diètes, c'est beaucoup plus que juste les diètes qui ont des noms. Hein. On parle de wellness diet là, dans les dernières années. L'industrie de l'amaigrissement, elle est vraiment... elle a beaucoup d'argent à investir dans tout ce qui est marketing et elle le sait que la perte de poids, c'est peut-être moins sexy qu'auparavant. T'sais, les gens, ils ne veulent plus nécessairement perdre du poids, mais ils veulent être la meilleure version d'eux-mêmes, ils veulent avoir la meilleure composition corporelle possible. Alors, on va peut-être vous proposer des programmes qui vont vous amener à avoir une restriction, mais sans parler de diète à proprement parler. On va vous proposer des listes d'aliments, des portions à respecter. Dans ce contexte-là, on va encore parler de culture des diètes, mais elle est beaucoup plus insidieuse, disons. Et dis-moi, Karine, qu'en est-il d'une personne qui va suivre un plan alimentaire pour ses besoins personnels? Je pense par exemple au végétarisme ou au vegan. Est-ce qu'ils sont influencés ou non par la culture des diètes? Il y a plusieurs éléments dans ta question. C'est vraiment intéressant. En fait, si je commence par sont-ils influencés ou non par la culture des diètes, que tu suives un plan, que tu n'en suives pas, tu es influencé par la culture des diètes parce qu'elle est omniprésente dans notre société. Donc ça, c'est le premier point. Je suis influencé, tu es influencé. L'idée, c'est pas de dire comment cesser d'être influencé, mais plutôt d'avoir un regard critique sur ce qui nous est proposé pour faire des choix qui sont plus éclairés. Après ça, la question en lien avec quelqu'un qui suivrait un plan, bien, un peu comme la personne un petit peu plus tôt dont on parlait qu'elle souhaitait faire un gain de masse musculaire, par exemple, bien, le fait de suivre un plan, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est dans le but justement de restreindre mes apports alimentaires puis de contrôler mon poids, mon apparence, etc.? Ou est-ce que le plan alimentaire, il est fait de façon flexible? C'est plus un exemple de menu d'une journée pour me donner une idée de qu'est-ce que j'ai besoin de manger pour avoir assez d'énergie pour faire mes entraînements. Mais si c'est quelque chose qui est rigide, disons que c'est 2 tranches de pain avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide puis une demi-banane, puis que si je déroge de ça, je me sens coupable, bien là, oui, c'est clairement la culture des diètes qui va influencer ça. Et l'autre point de ta question qui était l'exemple avec le végétalisme ou tout autre type d'alimentation qui, effectivement, aurait des restrictions alimentaires, peut-être en lien avec notre culture, notre religion, etc. Bien, si c'est des choix qui sont faits en lien avec nos valeurs, là, disons, pour des raisons éthiques, environnementales ou spirituelles, là, dans le cas de la religion, bien, si c'est fait puis que c'est ancré avec nos valeurs, puis que c'est fait vraiment pour nous, bien, c'est correct. La culture des diètes, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est restrictif puis que ça nous fait du mal parce que c'est pour contrôler notre apparence puis que c'est pas réaliste et ce n'est pas sain. Dans les faits, le poids, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Hein? On le sait, mais des fois, on a l'impression que c'est juste manger moins, bouger plus, mais dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Donc, la culture des diètes, quand elle nous fait à croire qu'en mangeant de telle façon et en bougeant de telle façon, on va réussir à atteindre les idéaux de beauté, c'est là que ça nous amène un petit peu plus de problématiques en lien avec la perception de notre image corporelle, un sentiment peut-être plus d'échec parce que on ne va pas nécessairement y arriver. Hein? C'est pas quelque chose qui est réaliste de vouloir avoir la silhouette qui est idéalisée justement par rapport à la culture des diètes. Alors, selon l'intention qu'il y a derrière là, ce fameux plan alimentaire-là ou ce type d'alimentation, de diète-là, ça va déterminer si on veut y adhérer ou pas et si c'est sain ou pas. L'autre chose aussi qui est importante de nommer, c'est que des fois, on va faire des choix alimentaires, on va suivre des diètes, puis que c'est pas nécessairement aligné avec nos valeurs, mais on a comme plus ou moins le choix en lien avec une condition médicale. Je le disais un petit peu plus tôt avec l'exemple du gluten. Bien, on a tout le temps le choix. Hein. On ne doit notre santé à personne. On pourrait décider que je vais quand même manger du gluten et je vais vivre avec les conséquences. Ça nous appartient. Mais le fait de savoir que si j'ai une intolérance à un aliment, bien, que je vais avoir des symptômes digestifs, bien même si j'aime beaucoup cet aliment-là, par exemple, je ne sais pas, j'adore le chou-fleur, mais si je mange des choux-fleurs, je sais que je vais avoir des gaz à n'en plus finir, bien peut-être que je vais planifier le moment où je vais en manger quand je ne serai pas avec des gens. Peut-être que je vais être plus
chez moi, plus tranquille, en télétravail. Donc, au travers de l'écran, on le sent moins. Donc, quand il y a des conditions médicales qui vont faire en sorte que peut-être je gagnerais à réduire ou peut-être éliminer certains aliments, c'est de le faire en toute connaissance de cause et de le faire parce que j'en ai envie pour prendre soin de ma santé et peut-être éviter des conséquences à plus long terme. Et dis-moi, Karine, que dit la littérature scientifique sur l'alimentation intuitive dans un contexte de conditions médicales? C'est effectivement un milieu là, où il y a un petit peu moins d'études que chez la population peut-être un petit peu plus générale, mais il y a quand même des études qui ont vu des associations entre le fait de manger plus intuitivement et le fait d'avoir un meilleur contrôle de notre glycémie dans le cas, par exemple, d'adolescents qui vivent avec le diabète de type 1 ou d'adultes qui vivent avec le diabète de type 2. Puis ça, ça pourrait être expliqué en partie par le fait que d'être à l'écoute de notre corps, que ce soit pour reconnaître les signaux de faim et de rassasiement, ça peut aussi faire en sorte qu'on est plus à l'écoute de notre corps pour identifier les autres signaux corporels qui seraient liés davantage à nos symptômes. Donc, par exemple, je vais sentir l'hypoglycémie s'installer avant qu'elle soit réellement problématique. Puis là, je vais corriger ça, je vais aller manger ou au contraire, je vais être capable d'identifier que j'ai mangé suffisamment. Donc, avant de tomber en hyperglycémie, je vais tout simplement m'arrêter. Puis une autre chose qui pourrait expliquer cela, là, ce serait le fait que quand on mange plus intuitivement, on mange davantage pour des raisons physiologiques et un peu moins pour des raisons émotionnelles, comme on le disait un petit peu plus tôt. Donc, quand que je mange mes émotions, là, quand que je mange pour des raisons émotionnelles, bien probablement que j'ai pas faim et probablement que ma glycémie est déjà un petit peu plus élevée, là, un petit peu plus dans les normes, là, dans le fond. Donc, si je vais rajouter des aliments par-dessus ça, bien là, ça va faire que je vais peut-être avoir une hyperglycémie et là, mon contrôle glycémique va être un petit peu moins intéressant. Donc, il y a de la littérature qui appuie là, l'approche intuitive en contexte médical, par exemple dans le contexte du diabète. Donc si nous résumons tout ça, la culture des diètes nous empêche d'être à l'écoute de notre corps et c'est pourquoi il est très important de comprendre que le poids ne devrait pas être au cœur de nos préoccupations si on souhaite adopter des habitudes de vie favorables à notre santé de façon durable. C'était vraiment très intéressant de découvrir l'approche intuitive et de comprendre un peu mieux la culture des diètes avec toi, Karine. Aurais-tu un dernier truc pour essayer d'être plus à l'écoute de son corps? Oui, bien, on peut essayer déjà à chaque jour d'essayer de prendre un moment pour se questionner sur la qualité de notre respiration. Parce que, bien, on le fait sans réellement en prendre conscience. C'est notre cerveau qui le fait pour nous, là, faire battre notre cœur, nous faire respirer, faire entrer l'oxygène et la faire ressortir sans qu'on le décide de par nous-mêmes. Mais si on veut essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, on peut prendre un moment et se poser la question, comment ma respiration, elle est en ce moment? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est plus superficielle? Est-ce qu'elle est rapide parce que je suis stressée ou est-ce qu'au contraire, elle est plus lente parce que je suis vraiment détendue? Puis voir un petit peu comment elle change au courant de la journée. Donc, j'essaye à différents moments de la journée, là, au cours de la prochaine semaine, des fois le matin en me levant, d'autres moments, peut-être quand j'ai couru pour attraper le transport en commun parce que j'allais le manquer, peu importe, là, dans différents contextes, pour voir un petit peu comment que mon corps, il est fait, il est capable d'adapter ma respiration aux différents aléas de la vie. C'est super. Je pense que je vais essayer ça moi aussi. J'ai des longues journées en ce moment, donc je vais pouvoir m'amuser un peu à faire cet exercice un peu à différents endroits, comme tu viens de conseiller. Et je vous conseille aussi à vous d'essayer, ceux qui nous entendez. Merci beaucoup, Karine. On se retrouve dans les prochains épisodes de ce balado pour continuer d'explorer l'approche intuitive.